Voilà, bonjour mes amis, écoutez, on se retrouve enfin, après une petite semaine d'absence en termes de JT de l'écho. Voilà, l'autofocus autofocant est réglé, je vais donc faire mon apparition. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, et cette semaine nous allons parler de crack boursier. Crack ou pas crack, that is the question, comme aurait pu le dire un grand écrivain anglais. Crack ou pas crack, alors on parle de crack, les marchés sont un petit peu hésitants, on avait déjà parlé de crack boursier d'ailleurs, un crack qui aurait dû se produire mais qui ne s'est pas produit, on va revenir un petit peu dessus, on va voir un petit peu pourquoi, comment, et puis qu'est-ce qu'on peut essayer d'imaginer, d'anticiper, d'analyser, de voir. Encore une fois, pas d'idée préconçue, pas de vérité absolue, mais des éléments de réflexion étayés, prouvés, démontrés, et qui vont permettre de nourrir la réflexion de tous sur la compréhension des cracks boursiers, d'où ils viennent, comment ils se produisent, quand est-ce qu'ils arrivent, et est-ce qu'on est dans une situation comme une situation de pré-crack ou en tout cas une situation dans laquelle un crack boursier pourrait advenir. Allez, suivez-moi. Donc crack ou pas crack, la hausse peut-elle durer encore longtemps? Eh bien, pour une fois, la question, elle n'est pas vite répondue et surtout, la réponse n'est pas forcément dans la question et je m'en vais vous expliquer tout ça. En tout cas, partager avec vous, encore une fois, quelques analyses de la situation. Alors, un crack boursier, c'est déjà quelles sont les causes des cracks boursiers, en fait. Il y a deux grandes causes, et il n'y en a pas 50, il n'y en a pas 100 000, il n'y en a pas 50, vous avez soit une augmentation significative des taux d'intérêt, soit un signe noir. Un signe noir, c'est quoi? C'est ces événements hautement improbables qui arrivent et qui mettent un bazar monumental dans l'économie mondiale et donc forcément par ricochet sur les marchés financiers et donc sur les bourses. Exemple typique, le 11 septembre 2001, exemple typique, la pandémie de mars 2020 et le monde entièrement confiné, exemple typique, la première guerre du Golfe. Voilà. Exemple typique, la guerre des 6 jours, la guerre du Kippour, etc. Donc des événements géopolitiques plus ou moins importants, plus ou moins majeurs, plus ou moins historiques. Puis bon, je ne vous parle pas évidemment de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle les signes noirs, ces événements hautement improbables, mais qui mettent un bazar pas possible. C'est la première cause de crack. Et la seconde cause de crack, c'est évidemment la hausse des taux par les banques centrales. Voilà. C'est les deux causes principales, majeures, réelles de crack boursier. D'ailleurs, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Voilà. Ces deux causes n'ont pas du tout les mêmes effets quand on regarde ça de façon un petit peu historique. Alors on va pas dire en partant de la Deuxième Guerre mondiale, mais en fait si, on va le dire, si nous partons depuis 1945, donc on fait abstraction de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, et puis on regarde les cours de bourse de manière récente, donc on va dire post-Deuxième Guerre mondiale, ça donne déjà 70 ans de recul, un petit peu plus de 70 ans de recul, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que les signes noirs, c'est-à-dire les éléments liés aux événements géopolitiques, historiques, etc., n'ont quasiment aucun impact sur les marchés boursiers. Honnêtement, c'est-à-dire que vous preniez la guerre des 6 jours, la guerre du Kippour, la guerre au Rwanda, la guerre en Bosnie-Herzégovine, la guerre froide... le blocus de Berlin, les montées de tension avec la Corée du Nord, ou que vous preniez la guerre en Corée d'ailleurs, dans les années 50, l'Indochine, etc., le Vietnam, aucun impact sur les marchés financiers. En termes de, alors ça peut provoquer des corrections plus ou moins fortes, mais en réalité elles sont peu durables, elles sont peu franches et peu durables, et donc encore plus dans l'histoire récente, première guerre du Golfe, attentat du 11 septembre ou pandémie. Alors sur la pandémie de mars 2020, qui est le dernier événement signe noir, on a effectivement une grande baisse de l'ordre de 20-30%, puis qui est extrêmement vite récupérée. Alors normalement on devrait avoir une deuxième jambe de baisse, on ne l'a jamais eu, et je vous expliquerai pourquoi. Mais en attendant, ça n'a pas déstabilisé les marchés de manière significative, durable et profonde. Ça a déstabilisé les marchés, on perd 20-30%, ok, bon, puis après on les reprend dans les 6 mois qui suivent, et so what, quoi? Et quoi encore?
pas en termes d'investissement patrimonial, il y avait même quasiment aucun intérêt à... Alors si évidemment on peut vendre au plus haut, racheter au plus bas et puis profiter de la correction, c'est quand même vachement mieux. Mais je veux dire, le gars qui gardait tout, et ben en fait il est plus riche aujourd'hui qu'il ne l'était hier, puisqu'en plus on a dépassé les plus hauts. En revanche, les changements de politique monétaire, eux, sont les véritables causes des inversions de tendance des marchés. Voilà. Ça, par contre, ça c'est très très clair et vous allez le voir sur les différents graphiques que je vais vous montrer. Les hausses de taux d'intérêt par les banques centrales, c'est ça le juge de paix et c'est ça qui déclenche des inversions de tendance significatives sur les marchés financiers, les marchés boursiers. Mais vous allez voir que c'est pas non plus la seule chose et il y a un autre paramètre surprise qu'il va falloir que vous surveillez également. Alors regardez, pour comprendre l'effet taux d'intérêt, ça c'est les taux de la BCE, d'accord? Donc ici on est en 2000 et les taux de la BCE vont monter aux alentours de 5%. Alors ça, quand vous êtes à 5% en taux banque centrale, vous êtes à 6-7% en taux client. Hein. Donc c'était au tout début des années 2000, vous vouliez emprunter pour acheter de l'immobilier, c'était 6-7% chez votre banquier préféré. Donc évidemment, les taux montent. Pourquoi les taux montent? Parce qu'on veut combattre, les autorités monétaires ont décidé de combattre ce qu'on appelle la bulle Internet. Et donc, pour faire exploser une bulle, et c'est volontaire, hein, vous savez, les bulles, elles éclatent pas par hasard. Elles ne se forment pas par hasard et elles n'éclatent pas par hasard. Pour éclater une bulle, il suffit de prendre une aiguille, et l'aiguille, en termes économiques et monétaires, ça s'appelle les taux d'intérêt. Donc vous montez les taux d'intérêt jusqu'à ce que les investisseurs aient beaucoup plus intérêt à placer leur argent sur des taux fixes que d'aller prendre le risque en bourse, premier élément. Et deuxième élément, jusqu'à rendre l'emprunt par les entreprises tellement coûteux que les entreprises ne peuvent évidemment plus investir, plus se procurer d'argent. Et donc vous faites éclater les bulles spéculatives qui reposent toujours sur l'effet de levier, sur la dette, et donc l'endettement et le crédit. Donc évidemment, ici, vous avez les montées de taux qui vont avoir pour conséquence l'explosion de la bulle Internet. Derrière, vous avez les baisses de taux qui sont liées au fait que, une fois qu'on a explosé la bulle, on baisse les taux pour rebooster l'économie et pour permettre d'encaisser le choc de l'explosion de la bulle qui a été volontaire, pour permettre aussi à quelques petits copains de réemprunter pas cher pour acheter des actifs bradés dans le cadre de l'explosion de la bulle qu'on a provoquée. Oups, mais c'est une vision qu'on ne saurait propager, n'est-ce pas? Mais enfin, ça se passe quand même systématiquement. Et après, vous avez une longue période où les taux sont relativement stables. Et puis, on va recommencer à monter les taux vers 2006-2007. Et qu'est-ce qui va se passer en 2007 et demi, 2008? Eh bien, vous allez avoir l'explosion de la bulle des subprimes. Et là, c'était quoi l'objectif? C'était de ralentir la bulle immobilière qui était en train de se constituer partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et donc, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine ou la BCE ont exactement à peu près les mêmes cycles de taux. C'est légèrement décalé dans le temps, mais c'est exactement les mêmes cycles de taux. C'est totalement harmonisé, tout ça. Ils se mettent évidemment d'accord entre eux. Et on va augmenter les taux, et puis vous savez, c'est la fameuse crise de 2008-2009, la Grèce surendettée, mais pour pas que la Grèce soit surendettée, il suffisait que la BCE, elle monte pas les taux là, hein, voyez. Pour que Lehman Brothers fasse pas faillite, il suffisait de pas monter les taux à ce moment-là, hein. Donc là, ça c'est la BCE, mais vous allez voir, c'est la même chose pour les États-Unis. Et puis après, on redescend les taux pour combattre tout ça. Et puis petit à petit, tendanciellement d'ailleurs, on se rend compte qu'à chaque crise, on baisse de plus en plus les taux. Et puis on n'y arrive plus à restimuler l'économie. Et vous voyez, maintenant on est en céphalogramme plat. Et depuis 2016 jusqu'à nos jours 2021, nous sommes évidemment en taux zéro, voire négatif, puisqu'on est à moins 0,50 aujourd'hui pour la Banque centrale européenne. Donc nous sommes en taux négatif. Et c'est pas prêt de remonter. Alors regardez, pour les États-Unis, c'est un petit peu différent. Là, regardez, c'est plat. 2016-2020, c'est plat. Pour les États-Unis, c'est un petit peu différent. 2016, regardez, il y a une montée des taux d'intérêt. Et ça va provoquer un crack en 2018. Il va y avoir une correction des marchés en 2018. Donc là, vous avez le crack
qui correspond à cette augmentation des taux d'intérêt, vous avez le crack de l'explosion de la bulle Internet du début des années 2000. Ici, vous avez, pour cette augmentation des taux d'intérêt-là, vous avez le crack dit des subprimes, la crise dite des subprimes. Et puis ici, vous avez le mini-crack qu'on perd à peu près 30%, c'est une grosse correction en 2018. Les marchés expliquent très clairement que le taux de couinement, il est à 2,25%. Et donc, à partir de 2,25% d'augmentation des taux, c'est ingérable pour l'économie américaine qui est évidemment déjà très endettée à l'époque. Et les marchés corrigent de 30% et ça menace évidemment de se transformer en crack. Donc, la Réserve fédérale arrête ces âneries. Ça s'appelait le tapering, c'est-à-dire sortir de la politique monétaire accommodante et faire croire qu'on pouvait augmenter les taux, mais on ne peut pas augmenter les taux de manière significative. Moi, à cette époque-là, j'avais dit que de toute façon, ça irait pas bien haut et que le taux de couinement était en dessous de 3%, à peu près à 2,80. En fait, ça a couiné à 2,25, de 2,25 et ça a été arrêté à 2,25. Et voilà. Et donc, depuis, on est redescendu à 0 en ligne droite, et pareil, c'est sans doute pas près de repartir. Alors ici, vous avez les 50 dernières années de bourse, 1973-2021. Ça, c'est l'indice phare américain. D'accord? Donc c'est très intéressant de voir, bon, en gros, jusqu'au début des années 80, jusqu'à la fin des années 90, cet indice se traîne largement en dessous des 5000 points. Et vous voyez, en gros, ça commence à monter à partir de 1989. Et c'est pas un hasard là. Jusqu'en 1989, eh ben, le monde il est coupé en deux. D'un côté vous avez l'Est, de l'autre côté vous avez l'Ouest. Et vous avez les méchants communistes d'un côté, les gentils libéraux occidentaux de l'autre. Vous avez le rideau de fer, le mur de Berlin, l'ex-URSS qui est bien vivante. C'est l'époque de Gorbatchev, de la perestroïka et de la glasnost. Et donc, il n'y a pas de mondialisation possible à ce moment-là. La mondialisation, par définition, ne peut pas exister dans un monde qui est la moitié du monde qui s'oppose à l'autre moitié du monde avec un rideau de fer au milieu. Vous ne pouvez pas avoir de mondialisation. La Chine est derrière sa muraille, tous les pays de l'Est sont derrière le rideau de fer. Donc évidemment, la mondialisation telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existe pas et les plus jeunes ne peuvent pas s'en souvenir, mais en tout cas, c'est la réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre croissance économique, elle est relativement limitée. Et ce qui va se passer, ce qui va expliquer toute cette envolée ici, qui est absolument majeure, eh bien, c'est évidemment la mondialisation, la fin du communisme ici en 1990, 1991, la réunification allemande, la chute du mur de Berlin, et tout simplement la mondialisation qui va commencer à naître. Et petit à petit, nous allons atteindre, passer de 2500 points à 34 000 points, 34-35 000 points aujourd'hui, donc une progression absolument phénoménale. Et cette progression, en fait, ce sont l'augmentation des bénéfices qui sont liés à la mondialisation, aux délocalisations. Je vais produire là-bas à pas cher, dans des pays très low cost, pour revendre ici très cher avec une marge absolument phénoménale. Donc cette augmentation des bénéfices des entreprises va provoquer évidemment une augmentation très significative des multiples de bourse et donc des valorisations boursières. Tout ça est extrêmement logique, mais la cause profonde, c'est la mondialisation. La cause profonde de cette augmentation des profits et donc in fine des cours de bourse, c'est les profits liés à la mondialisation. Et donc ici, vous avez les cracks, et vous voyez ces cracks-là qui correspondent exactement aux hausses de taux d'intérêt. Et dans ce mouvement haussier, en fait, et c'était ce que je voulais vous montrer et vous dire, c'est que si vous regardez les graphiques, les événements signes noirs géopolitiques, en fait, n'ont aucun impact dans cette augmentation des cours boursiers. Alors évidemment, vous avez des grandes corrections, mais globalement, quand vous êtes là en 2007, 2008, 2009, quand vous avez le grand crack, on perd quasiment 50%, 60% de la valeur. Donc le choc est très fort, mais regardez à quelle vitesse il va être récupéré. Et donc ici, vous avez la pandémie de 2020. Donc regardez ce grand décrochage des indices et regardez la remontée derrière. Objectivement, aucun impact de la pandémie si on regarde en tendanciel sur les cours de bourse. Donc
ça permet de relativiser ou de remettre en perspective les inquiétudes patrimoniales et financières que l'on peut avoir. Et donc pourquoi ça? Parce que digitalisation de l'économie, donc vous avez des entreprises qui ont tiré évidemment leur épingle du jeu et qui ont tiré les indices boursiers vers le haut, mais aussi, encore une fois, mondialisation. Et donc je produis à pas cher d'un côté, je revends très cher de l'autre, tout en sachant que pendant ce temps-là, les banques centrales, et c'est pour ça que nous avons eu cette énorme poussée haussière et pas la deuxième jambe baissière, les banques centrales, qu'ont-elles fait? Excusez-moi, je m'emberlificote les petites mains et les paroles. Qu'ont-elles fait, les banques centrales? Elles ont tout simplement solvabilisé l'ensemble des acteurs économiques en faisant de l'hélicoptère-monnaie, ce qui n'a jamais été fait, sauf dans une partie de Monopoly qu'on fait entre gosses. Ils ont donné de l'argent à tout le monde pour payer les loyers, payer à chaque fois que vous tombez sur rue de la Paix, et bien de toute façon la banque elle vous donne les sous pour payer. Donc on a donné des milliards, des dizaines et des centaines de milliards à qui? Eh bien aux commerçants, aux artisans, aux entreprises, aux restaurateurs. Je ne vous dis pas qu'il ne fallait pas le faire, je vous dis qu'on l'a fait. On l'a fait en France comme on l'a fait aux États-Unis en donnant des chèques à tout le monde, y compris aux États-Unis, pays qui n'est pas franchement socialiste. Et donc en fait, on a tellement solvabilisé les gens qu'on a fait exploser la demande. Et on a fait tellement exploser la demande d'ailleurs qu'on a des signes d'inflation très fortes actuellement, notamment aux États-Unis et en Europe. Et ça, on n'avait plus du tout l'habitude. On a surstimulé l'économie en faisant quoi? En donnant de l'argent aux gens. Et donc comme les gens ils ont des sous, ces sous-là ils peuvent soit les épargner, soit les dépenser. Et en l'occurrence, ils les dépensent. Et quand ils les dépensent, ils achètent des produits à des entreprises. Et ces entreprises, elles voient leurs bénéfices encore plus gonflés finalement qu'avant la crise. Voilà, puisque les consommateurs sont en réalité plus solvables qu'avant la crise. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Donc, à retenir quoi? Les signes noirs n'ont aucun impact à long terme sur les cours de bourse, en tout cas sur les marchés, c'est ce qu'on voit sur les 70 dernières années. Les marchés sont très stables et peu haussiers jusqu'à la fin des années 90, vous avez vu, c'est ce que je vous ai montré, et donc l'impact de la mondialisation est majeur. C'est la mondialisation qui explique l'envolée des profits, donc des bénéfices, donc des cours de bourse, et donc des valorisations, ce qu'on appelle les multiples de valorisation. Seule la politique monétaire, donc les taux d'intérêt, a un impact significatif sur les cours de bourse. À chaque fois qu'on a monté significativement les taux, on a eu des grands trous, et là par contre des grosses corrections, et on vous dit, c'est la crise, c'est Lehman Brothers qui a fait faillite, mais Lehman Brothers a fait faillite parce qu'on a monté les taux d'intérêt. Les subprimes ont éclaté parce qu'on a monté les taux d'intérêt. Et si les banques centrales n'avaient pas monté les taux d'intérêt, elles n'auraient pas déclenché la crise. Voilà, la réalité. Alors, la crise se serait déclenchée sans doute toute seule à un moment donné ou à un autre, mais en attendant, c'est les banques centrales qui, en augmentant les taux d'intérêt, changent considérablement le prix de l'argent et donc les allocations d'actifs des investisseurs. Pourtant, le retour de l'inflation fait peur au marché. Et ça, c'est une grande idée qu'il faut garder en tête. Vous en entendez de plus en plus parler. Vous allez en entendre de plus en plus parler. Je vais vous en parler de plus en plus d'ailleurs. Pourquoi l'inflation inquiète-t-elle les marchés? Parce que pour combattre l'inflation, il faut augmenter les taux d'intérêt. Si les taux montent, les actions baissent et les marchés sont très lourdement impactés, comme j'ai essayé de vous le montrer ou de vous le faire visualiser. L'inflation sera le sujet absolument fondamental des mois à venir. Et la question qui va se poser, c'est est-ce que c'est une simple poussée de l'inflation? Est-ce que c'est momentané? Est-ce que c'est juste parce qu'on a filé des sous à tout le monde et donc si on arrête de filer, donc comme on a filé des sous à tout le monde, dans le monde entier, donc vous imaginez un petit peu la tension sur les matières premières, pénurie, demande, etc. Et puis de l'autre côté, les bénéfices majeurs des entreprises qui effectivement sont au beau fixe et explosent puisqu'il y a de plus en plus de consommateurs solvables. Est-ce que ça c'est un mouvement ponctuel ou est-ce que c'est un mouvement durable? Si c'est ponctuel, bon, ça va aller. Mais si c'est durable et si l'inflation s'installe durablement, ça risque évidemment de changer les anticipations des marchés et donc de provoquer quoi? De provoquer une hausse des taux d'intérêt et donc potentiellement un crack. D'ailleurs, là je vous avais mis plein de petits articles, vous avez la croix
Le titre, c'est, je ne sais pas si vous allez voir, donc je vous le lis. Aux États-Unis, la crainte de l'inflation agite des marchés, ça c'est la croix. Capital, CAC 40, l'inflation inquiète, les banques centrales risquent d'augmenter les taux. Marché, ça c'est sur BFM Bourse, marché, l'Europe boursière en hausse, la crainte de l'inflation. Le Temps en Suisse, l'inflation inquiète les investisseurs. Si vous tapez sur votre moteur de recherche préféré, inflation inquiète les marchés, et en actualité, ben, vous aurez un petit peu tout ce qui se dit actuellement et vous verrez, c'est un sujet majeur qui préoccupe beaucoup de gens. Conclusion. Alors, crack ou pas crack? Eh bien, pas crack, les amis. Pas crack si, et seulement si. Alors, je sais déjà dans les commentaires, vous dites, ah oui, si on mettrait Paris en bouteille. Je sais. Mais la réalité, c'est ça. C'est que on peut vouloir un crack, pas vouloir un crack. Il y a des conditions pour qu'il y ait un crack. Vous voyez l'envolée de ces marchés. L'envolée de ces marchés, ben, elle n'aurait pas dû se produire. Elle n'a eu lieu, l'envolée des marchés, après l'effondrement de mars 2020 des bourses, que parce que les banques centrales ont donné des centaines de milliards, des milliers de milliards, et que les États ont fait la même chose. Regardez, rien qu'en France, 425 milliards d'euros versés en aide, et autant dire 25 à 30% du PIB avec de l'argent qu'on n'a pas. Donc en fait, bon, vous voyez un petit peu tous les problèmes que ça va poser à terme. Mais pour répondre à la question de départ, crack ou pas crack, à court terme, je parle d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois. Pour que vous ayez un crack à court terme, il faut qu'il y ait des conditions qui soient réunies. Donc, si les banques centrales continuent à solvabiliser l'économie, à maintenir les taux bas, etc., il n'y a aucun intérêt, enfin, il n'y a aucune raison de déclencher un crack boursier. Si vous maintenez les perfusions et si vous maintenez la solvabilité des agents économiques, il n'y a pas de raison que les profits baissent. Et donc, si les profits ne baissent pas, eh bien, les bénéfices des entreprises ne baisseront pas et donc la valorisation des actions ne baissera pas non plus. Si la mondialisation perdure sans remise en cause significative, il n'y a aucune raison que nous ayons un crack, puisque le modèle économique du monde entier, c'est globalement je produis et je pollue dans des pays à bas coût et à basse norme environnementale. Pour vous le dire autrement, je délocalise ma production et ma pollution dans certains pays, Chine, Inde, Vietnam, etc. Je délocalise là-bas, je produis à pas cher et je pollue beaucoup là-bas. Et ici, je revends très cher avec une très grosse marge et en disant, nous, on a une politique très écolo les cocos, voilà, hein, parce que nous on est écolo, hein. Donc on roule en trottinette, on pollue pas, on a des voitures électriques avec des super batteries machin, mais la pollution c'est en Chine pour les petits Chinois quoi, hein, c'est pas pour nous. Non, nous on est vertueux, nous on est des gens bien, nous on est dans le camp du bien, nous on est dans le camp des bons et des gentils, d'accord? Bon voilà, c'est toujours la même chose, c'est comme quand on va faire une guerre pour le pétrole. En Libye, en Irak, etc., on n'y va pas pour apporter la démocratie, on y va pour y prendre le pétrole et pour exploiter le pétrole. D'ailleurs, le pétrole libyen, il était exploité essentiellement par BP et par Total, après que la Libye ait été bombardée par les Anglais et les Français. Voilà, 2007, 2008, Nicolas Sarkozy, machin, tout ça. 2011, je sais plus, enfin voilà, dans ces eaux-là, enfin bon, vous regarderez les dates exactes, mais quand on a attaqué la Libye, c'est les Anglais et les Français qui bombardent la Libye, font tomber Kadhafi, et après c'est Total et BP qui raflent les marchés, mais tout ceci n'est évidemment purement fortuit, hein, c'est le hasard. Donc si la mondialisation perdure sans remise en cause significative, les profits vont perdurer, donc pas de crack. Si l'inflation est temporaire et de faible niveau et que les banques centrales ne montent pas les taux, il n'y a pas de raison de déclencher un crack. Si l'arrêt des aides économiques, des perfusions est progressif, bien mené, que nous n'avons pas de variant et que la pandémie est bien finie, que les vaccins marchent, blablabla, blablabla, eh bien, il n'y a pas de raison qu'il y ait un crack majeur à court terme. Encore une fois, on peut avoir un mouvement de correction, mais il y a peu de chances d'avoir un crack majeur. Et donc, c'est ce que je vous dis, il n'y a pas de raison objective d'avoir un crack majeur. Donc, vous voyez, c'est des propos plutôt rassurants. Néanmoins, même si c'est rassurant, on est quand même globalement, et je vous remets le « si ça veut bien venir », voilà, c'est un petit peu lent l'ordinateur, je vous remets, bon, vous voyez quand même, si on regarde les indices sur les 50 dernières années, vous êtes à peu près juste au plus haut de l'histoire du monde des indices boursiers, quoi. Donc, on ne rentre pas sur ces niveaux
financier avec des sous dont vous pourriez évidemment avoir besoin pour faire les courses ou remplir la gamelle et les gamelles de la petite famille pour le repas du soir. D'accord? Donc voilà, ça va sans dire, mais comme disait un de mes vieux chefs, cela va sans dire, mais cela va nettement mieux en le disant. Donc évidemment, on investit en bourse que l'argent que l'on peut perdre et dont on est sûr de ne pas avoir besoin. Donc c'est ça que d'épargne qu'on investit évidemment en bourse. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine sur la question crack ou pas crack. A priori, pas crack, il n'y a pas de raison objective qu'il n'y ait pas de crack. La dernière fois que je vous avais dit qu'il y aurait un crack parce qu'il devait y avoir une deuxième jambe de baisse, les banques centrales ont tellement injecté, et c'est la raison fondamentale qui explique qu'il n'y a pas eu une deuxième jambe de baisse, mais une immense envolée et le fait que tous les records ont été battus. Écoutez, si les banques centrales font l'inverse, elles me feront encore mentir, et si elles ont une politique pour déclencher un crack, elles déclencheront un crack. Si elles ont une politique pour empêcher le crack, elles empêcheront le crack, et vous voyez à quel point elles peuvent mettre des sous sur la table, et à quel point ça peut évidemment changer complètement la situation. Réjouissons-nous du fait qu'il n'y ait pas eu de crack, c'est quand même une très bonne nouvelle. Réjouissons-nous du fait qu'il n'y ait pas eu de crack parce que cela implique, c'est-à-dire que les gens ont été solvabilisés. Bon, écoutez, vaut mieux des gens qui ont tous des sous plutôt que des gens qui n'ont pas de sous. Donc c'était et c'est fondamentalement une bonne nouvelle humaine et pour les gens. Après, vous voyez bien que le fait de donner de l'argent comme ça à tout le monde et de solvabiliser tout le monde, ça fait exploser les profits boursiers, donc les cours de bourse, ça fait exploser les profits des entreprises, donc les cours de bourse. Mais ça va déclencher évidemment un épisode inflationniste que l'on pourrait ne pas maîtriser ou qui pourrait être complètement souhaité par les mêmes banques centrales qui font tout pour créer justement cette inflation. Donc c'est un sujet majeur et nous en reparlerons. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un gros doigt bleu de Schtroumpf, vous mettez des commentaires, vous partagez sans modération, vous vous abonnez à la chaîne YouTube Le Grenier de l'Écho, mais aussi à la lettre gratuite quotidienne sur le site insolentiae.com ou alors la lettre payante pour soutenir tout mon boulot qui est sur le site insolentiae.com/boutique, et vous pouvez me retrouver également sur Twitter @insolentiae. Voilà, merci les amis, je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous malgré ce temps pas très joyeux, et on se retrouve la semaine prochaine pour un JT du Grenier. Merci, au revoir les amis, à bientôt.